Mesdames, Messieurs, bonjour. Il est midi partout au Sénégal, 12h en temps universel. Bienvenue au journal de la RFM. Au sommaire de ce journal, l'enquête sur l'attaque de la douane de Moussala, le lieutenant-chef de la brigade entendu. Et puis cette question, faut-il craindre une contamination de la crise djihadiste par la frontière entre le Sénégal et le Mali ? La réaction du directeur général de la Société nationale de gestion du TER après la sortie de l'ambassadeur de France au sujet de la mise en service commercial du train express régional à suivre dans ce journal. Grève des camionneurs hydrocureurs de Ziguinchor après la mort de l'un des leurs à Mamatoro. Les chauffeurs de ces camions suspendent leurs activités professionnelles en attendant d'être édifiés sur les circonstances de cette mort suspecte. Et puis le coronavirus, une opportunité d'affaires pour les Chinois des allées du Centenaire. Ils achètent les masques de protection au niveau des pharmacies pour les exporter vers la Chine. Les titres de l'actualité internationale avec vous, Anna Rocha, bonjour. Bonjour Souleymane, bonjour à tous. L'OMS en Chine justement pour enquêter sur le coronavirus. L'équipe d'experts y est attendue ce lundi. Le dernier bilan établi fait état de 908 morts. 2019, année la plus meurtrière pour les civils au Mali. Dans un nouveau rapport, Human Rights Watch alerte sur les violences commises au centre du pays. L'ONG parle de plus de 450 morts. Et puis au Maroc, des milliers de personnes ont manifesté à Rabat contre le plan de Donald Trump pour résoudre le conflit israélo-palestinien. Ils appellent au boycott des produits américains. À tout à l'heure pour le développement de tous ces titres. Le sommaire du journal des sports que vous nous présenterez, Malal Diagne Junior, bonjour. Bonjour Suleiman, bonjour à tous. Retour sur la violence dans le monde de la lutte. Le CNG de lutte brandit le sabre après les actes de violence enregistrés hier lors du combat Niak Djerinou contre Alioune Seye. C'était à l'arène nationale. Les Lions du karaté, champions d'Afrique en titre, attendus à Dakar cet après-midi. Après la victoire en finale hier à Tanger, les combattantes seront reçues à leur arrivée par le ministre des Sports. Ligue 1 sénégalaise, retour sur la défaite de l'AS Pikine hier devant l'US Gorée. À l'entraînement ce matin, les supporters ont indexé le secteur offensif de l'équipe. Rendez-vous dans un peu plus de 20 minutes. Et puis, point de vue, aujourd'hui, nous évoquons la forte présence des entreprises françaises dans l'économie sénégalaise. Est-ce un avantage ou un inconvénient? Rendez-vous avec nos deux invités à la fin de cette édition mise en onde par Abdoulaye Diop, régie d'antenne Papa Omar Diao. Et d'abord, retour sur l'affaire du vol d'armes à la brigade des douanes de Moussala, située dans la région de Kédougou, non loin de la frontière avec le Mali. La gendarmerie poursuit son enquête. C'est dans ce cadre que le lieutenant-chef de la brigade des douanes de Moussala a été entendu durant toute la journée du samedi. Selon notre correspondant à Kédougou, les assaillants, pour rappel, ont amené des armes 4M36 et adressé une lettre de menace aux agents des douanes sur place. Justement, au sujet de ce braquage du poste de douane de Moussala, des armes d'assaut emportées par les bandits, des bandits qui auraient pris donc la direction du Mali. Prétexte pour nous interroger sur la sécurité à nos frontières. Sommes-nous à l'abri d'infiltration djihadiste? Mohamed Ali Mouba a donné la parole à des spécialistes de la sécurité. Vous allez le voir, ils ne disent pas non. Selon le policier à la retraite Cheikhna Keita, le terrorisme frappe bel et bien à nos portes. Le braquage du poste de douane dans le Kédougou, une alerte sérieuse. Mais bien sûr, le terrorisme s'approche. Aujourd'hui, nous avons des frontières avec le Mali, les pays qui sont menacés avec la Mauritanie. Mais ça a été toujours des menaces, ça je vous le dis sincèrement. Une alerte qu'il ne faut pas prendre à la légère, succiant de son côté le colonel de gendarmerie à la retraite Sankoum Fati. Bon, ça c'est peut-être une première, ça n'arrive pas tous les jours. Bon, vous voyez, oui, comparaison n'est pas raison peut-être. Bon, mais vous voyez ce qui se passe, en tout cas, dans notre frontière jusqu'au de l'autre côté. Vous le savez déjà. Donc, mais voilà, c'est une situation, mais comme je l'ai dit, il faut que tout le monde soit conscient. Mais nous, on travaille sur nos forces, sur nos moyens. C'est ça qui est l'essentiel. On sait à qui on a affaire. Vous savez, par exemple, la gendarmerie, le GIGN, comme par exemple, mais ça c'est depuis les années 80. Donc, on a déjà pensé au terrorisme. Comment alors faire pour éviter d'être envahi par des djihadistes? Pour le brigadier Cheikhna Keita, il faut redonner à l'armée les moyens d'intervention. Je pense
que quand on sert à aller faire des missions à l'étranger pour protéger d'autres citoyens dans d'autres pays, il y a lieu de penser à votre pays. Si on ne s'en prend pas garde, si on ne prend pas toutes les dispositions qu'il faut, sachez que ces rebelles, ces djihadistes vont venir au Sénégal. Le colonel Sankoum Fati demande de s'adapter à la menace. Il faut que la population coopère, il faut que la population ait confiance à ces personnels qui travaillent souvent dans des conditions les plus difficiles. Mais pour le colonel, à la retraite Sankoum Fati, il ne faut pas s'alarmer outre mesure. Pour le moment, les forces de défense et de sécurité maîtrisent la situation. Allons à présent au nord du pays, à la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie. La commission technique mixte des services des pêches et les gardes-côtes mauritaniens sont au port polonais de l'hydrobase pour installer des scellés, poser des crochets et vérifier la conformité des immatriculations des pirogues qui bénéficient des licences de la Mauritanie. Les pêcheurs sont également invités à respecter les espèces pélagiques autorisées. Mohamed Nabi Silla, les 400 licences peuvent leur être délivrées à partir de demain. Les pêcheurs de Guet-Ndar ayant bénéficié des 400 licences de pêche de la Mauritanie défilent avec leurs pirogues au port de l'hydrobase devant la commission mixte des pêches de la Mauritanie et du Sénégal. On va faire l'inspection technique des pirogues. On vérifie d'abord les immatriculations des pirogues et les scellés. Ousmane Sen est le président de la commission des scènes tournantes. Vérifier bracelets. Ce sont des crochets, des bracelets, mais également des numéros d'immatriculation qui sont en train d'être installés sur nos pirogues. Et le travail va continuer. Et Ablaye Mbot, chef du service départemental des pêches, d'expliquer les espèces autorisées. Il y a les espèces pélagiques qui sont autorisées, mais tout ce qui est espèces démersables, dans l'adore, les espèces de fond sont interdites. Parmi les espèces pélagiques, il y a le mulet qui est interdit. La partie mauritanienne invite les pêcheurs au respect du protocole d'accord. Ahmed Ould Ahmed est le chef des marins du poste de Ndiago. Ce que nous demandons à tout pêcheur de respecter le règlement. Quand on parle de poissons pélagiques, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de poissons de fond. Et les pêcheurs sont mieux placés pour distinguer entre les deux sortes. Il y a ce qu'on appelle les formalités administratives qui figurent dans le protocole d'accord liant les deux pays et qui doivent être respectées. Et le service de pêche connaît très bien encore ces clauses, l'inspecteur de pêche qui est là. Une fiche d'engagement est à remplir à partir de ce mardi avant la remise officielle de ces licences. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. RFM, la radio de toute l'actualité. Le directeur général de la SENTER, la Société nationale de gestion du train express régional, apporte des précisions après la sortie de l'ambassadeur de la France à Dakar hier sur nos ondes. Dans l'émission Le Grand Jury, Philippe Lalliot a fait savoir que l'exploitation commerciale du TER ne pourra pas démarrer en avril prochain comme annoncé par les autorités. D'après Abdoulaye Sall, il n'y a aucune contradiction entre la sortie de l'ambassadeur et le discours du gouvernement. Il souligne que ce train attend de disposer d'une certification pour l'exploitation commerciale, mais le directeur général de la SENTER révèle que ce permis sera disponible 2 à 3 mois après les tests. Abdoulaye Sall est interrogé par El Hadj Ndiogou. Le président a toujours dit que le TER va fonctionner lorsque les travaux seront terminés totalement et que tous les tests de conformité, de sécurité et de sûreté vont être faits. Après, nous allons quand même avoir l'autorisation de mise en exploitation commerciale pour démarrer. C'est un test que nous allons faire, c'est un examen. Tant que l'examen n'est pas concluant, nous n'allons pas démarrer quand même le TER. Le président met la sécurité des Sénégalais au devant de tout. Donc nous sommes en train de faire les tests. Le 4 avril, nous allons commencer les tests qui vont se dérouler sur 2 ou 3 mois. Si les tests sont concluants, nous allons donner l'autorisation de mise en exploitation commerciale à SETER, c'est le groupement SNCF Keolis, vraiment pour commander l'exploitation commerciale. Mais quand même, il y a une contradiction parce qu'on a entendu le ministre en charge des Transports dire à l'Assemblée nationale, annoncer le démarrage de l'exploitation du TER pour avril, ce qui est totalement différent du discours de l'ambassadeur de France à Dakar. Je ne l'ai pas compris comme ça. Je n'ai pas compris. Le TER commencera à rouler, commencera à faire les tests et faire l'exploitation commerciale. Ce qui est important, c'est la parole du président. Et le président a toujours dit les conditions de sécurité seront assurées avant l'exploitation commerciale de cette terre. Nous avons recruté la meilleure référence du monde certifiée pour venir certifier les terres parce que quand même les systèmes ferroviaires, le nouveau système ferroviaire, c'est comme l'avion. C'est une certification des cabinets internationaux
qui vont certifier cette terre-là. Justement, à quand cette certification internationale pour le terre? On va entamer les tests en avril et puis normalement, les gens de certifiés, qui sont quand même des personnes assermentées, nous disent que dans 2 mois, au maximum, il faut donner l'exploitation commerciale qui conditionne quand même l'exploitation commerciale de ce train. Il est inconcevable que les entreprises chinoises et turques prennent les ouvriers sénégalais pour des esclaves. C'est en ces termes que le secrétaire général national du syndicat du bâtiment et des travaux publics du Sénégal a exprimé toute sa colère ce matin. Selon Djaraf Alassane Dao, ces entreprises ne donnent aucune garantie aux Sénégalais qui travaillent pour elles et qui perdent souvent la vie dans les chantiers ou sur les chantiers. Il s'exprimait à l'occasion de l'atelier sous-régional pour le renforcement du mouvement syndical en Afrique de l'Ouest, atelier qui se tient à Dakar. Des propos recueillis par Seydou Nourouba. Ça, les premières entreprises qui ne respectent ça sont toutes les entreprises chinoises et les entreprises turques. Et dans ce pays, c'est ça une catastrophe. Et ça, je pense que c'est un nouveau défi que nous allons peut-être poser ici comme plan d'action au infini demain, à la fin de la rencontre. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui est entreprise, peut-être que ça soit les entreprises Vinci, FH, Bouygues, quand même, quoi qu'on puisse dire, c'est des entreprises où il y a des délégués du personnel, il y a des accords qui sont signés pour le respect et la liberté syndicale. Mais aujourd'hui, dans les entreprises multinationales chinoises, vous ne pouvez jamais trouver un seul délégué du personnel. Ce n'est même pas permis. La santé et sécurité, n'en parlons pas. Combien de travailleurs qui sont morts sur Ila Touba? Ils ne sont pas pris en compte parce qu'ils n'ont pas été ils n'ont même pas, quelqu'un qui ne bénéficie même pas des bulletins de salaire. C'est pas un employé. Il vient en cours de route, s'il a un accident, on ne le prend pas comme accident de trajet. S'il est mort, écoute, c'est un journalier qui est venu travailler. Même la législation prend en compte les journaliers. Mais eux, quand même, c'est une catastrophe. Aujourd'hui, je pense que l'État doit, en plus que la politique de l'État aujourd'hui, c'est de confier tous les grands projets aux Turcs et aux Chinois. Et ça, in fine, toutes les entreprises nationales, tous les travailleurs dans les différents secteurs vont chômer parce qu'il n'y aura plus de travail. À Ziguinchor, les chauffeurs des camions hydrocureurs ont cessé toute activité depuis la découverte macabre d'un des leurs dans la décharge à ordures de Mamatoro, un quartier de Ziguinchor. C'est la peur dans le camp de ces camionneurs qui ont décidé de suspendre leurs activités en attendant d'y voir plus clair. Pendant ce temps, les Ziguinchorois qui sollicitent les services de ces camionneurs qui vont prendre leur mal en patience. Ziguinchor Laminba. 5 tentatives, aucune suite favorable donnée à notre volonté de recueillir leur avis sur les motifs de leur mouvement d'humeur. Les chauffeurs des camions hydrocureurs qui assurent la navette entre Ziguinchor et la décharge de Mamatoro dans la commune de Enampor sont plongés dans une peur bleue. Comme s'il s'était passé le mot, tous ont décliné notre offre pour éviter de se faire identifier publiquement. La découverte macabre du corps sans vie d'un des leurs en début de semaine dernière dans la citerne du camion est sans doute passée par là. Nous avons été orientés vers les gérants de ces camions de vidange. Même eux ont préféré abréger la discussion pour ne pas évoquer le sujet. Après de multiples tentatives, nous trouvons l'un d'eux qui accepte de nous expliquer cette attitude, mais à condition qu'on lui garantisse l'anonymat. Notre accord obtenu, ils s'empressent de nous signifier qu'ils sont profondément terrorisés par ce que leurs camarades ont vécu à Mamatoro avant de succomber à leurs blessures et d'ajouter qu'il sera difficile pour eux de reprendre l'activité tant que les circonstances de ce drame ne seront pas élucidées. Au même moment, on nous apprend que les services qui nécessitent un curage d'urgence de leurs fosses septiques font recours à la gendarmerie pour escorter les camionneurs qui doivent s'activer à la tâche. Pendant ce temps, les Ziguinchorois qui sollicitent les services de ces camionneurs vont devoir prendre leur mal en patience dans l'espoir d'une issue heureuse à cette situation qui risque de plonger la ville dans une insalubrité si des mesures urgentes ne sont prises dans les meilleurs délais. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Toujours dans cette actualité sociale, le secrétaire général de la CNTS-FC n'approuve pas la méthode de lutte du collectif Nyolank dans son combat contre la hausse du prix de l'électricité, une hausse que Cheikh Diop trouve justifiée. Il plaide par ailleurs pour la libération de l'activiste Guy Marius Sagna. Cheikh Diop était l'invité des RFM Matin. Faudrait-il qu'on se retrouve avec le mouvement syndical et ce mouvement revendicatif-là, harmoniser nos positions, mais également intégrer nos formes de lutte et nos formes de revendication. Tel n'a pas été le cas, c'est la raison pour laquelle les syndicats ne sont pas au devant de la lutte du mouvement Nyolank. Nous nous sommes toujours battus bien avant pour la baisse des coûts, du coût de la vie, comme on l'appelle nous. C'est plus global. En 2016, nous avions défendu la baisse du prix de l'électricité et de tous les produits impactés par les hydrocarbures, le transport, le pain, entre autres. En fin 2016, nos luttes ont eu gain de cause avec la baisse de 10% sur le prix de l'électricité.
Je me rappelle en mai 2017, j'avais dit au président Macky Sall que la baisse n'était pas suffisante par rapport aux intrants. On aurait pu baisser davantage. Mais hélas, c'est ce qu'il pouvait faire à l'époque. Même si vous n'êtes pas d'accord avec la méthode de lutte du collectif Nyolang, vous dénoncez quand même l'arrestation de Guy Marius Sagna et vous réclamez sa libération. Nous pensons que le Sénégal a dépassé les difficultés pour les manifestations. Nous sommes pour les libertés. Nous sommes pour la libération de Guy Marius Sagna. Mais également, nous ne sommes pas pour certaines formes de lutte. Ça, il faut que ça soit clair. Pour sauvegarder les libertés, il y a deux conditions. L'État doit respecter la Constitution intégralement. Les citoyens que nous sommes, nous devons également respecter la Constitution. Et puis 1 an et demi après la disparition du professeur Samir Amin en 2018, un symposium est organisé ce lundi 10 février en sa mémoire. Pendant 3 jours, les participants échangeront sur le thème général « La gestion de la crise multidimensionnelle du système mondial, les réponses du pays du Sud », thème qui était très cher à l'intellectuel africain qui avait fondé le Forum du Tiers-Monde. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. Une semaine après la condamnation du maire de Mbour, les travaux du centre commercial au jardin public de Mbour ont été arrêtés, mais Fallou Sylla vaque toujours à ses occupations. Plusieurs commerçants ne veulent pas se prononcer sur le sujet. Un reportage réalisé par Abdourahmane Diallo au jardin public de Mbour. Nous sommes au jardin public de Mbour, un lieu à polémique. Les travaux du centre commercial ont été arrêtés. Entouré de zinc, à l'intérieur, on retrouve un homme d'une 50aine d'années habillé dans la coste blanc avec l'effigie de l'entreprise qui a gagné le marché du centre commercial. Un râteau à la main, il range les bétons. Des brouettes, ciment et fer bien rangés. Le monsieur ne veut pas se prononcer. Ses supérieurs ne sont pas sur les lieux. Ok, c'est comment? Abdourahmane. De toute façon, si vous avez le temps d'y repasser, il y aura mes supérieurs, ils vont venir. À côté du jardin public, des commerçants, certains ont des tables, d'autres des cantines, mais la plupart d'entre eux ne veulent pas parler de l'affaire des cantines, encore moins de la condamnation du maire de Mbour Fallou Sylla. L'un des rares commerçants qui a voulu exprimer ses sentiments nous dit ceci. Il s'appelle Mohamed. Si ce n'est que pour des intérêts personnels, j'allais dire oui pour les cantines, car je pouvais même acheter une. Mais c'est l'intérêt des Mbourois qui prime. Et ce sont les Mbourois qui ne veulent pas de cette infrastructure ici. Il faut rappeler qu'à cause de la cantinisation du jardin public, le maire de Mbour est condamné à 2 ans de prison, dont 3 mois ferme, même s'il n'a toujours pas reçu de mandat de dépôt. RFM Mbour. Abdourahmane Diallo. Ici à Dakar, le CM Serigne Ahmed Sy Malik, une école qui menace ruine, des toitures fissurées, des salles abandonnées qui sont transformées en refuge pour les délinquants du quartier. Une situation qui indispose professeurs et élèves. Ces derniers invitent les autorités à réagir avant que le mal ne soit plus profond. Reportage Oumou Kalsoumli. Situé au cœur de Dakar Plateau, ça tape à l'œil en foulant le sol de l'établissement. Les murs sont fissurés de toutes parts. Cet établissement en entier menace ruine. Des bureaux de l'administration aux salles de classe. Ibrahima Faye est le principal du CM. De mettre des enfants dans ces classes. Il n'y a plus le minimum exigible pour un enseignement. Ça peut être dangereux, ça l'a déjà été. Nous demandons de l'aide des autorités publiques, des collectivités locales, des anciens et de tous ceux qui pensent que l'éducation est une priorité. Ce collège de 8 classes, dont 4 hors service, connaît de sérieux problèmes liés à un affaiblissement, une situation qui mérite d'être prise en considération. On continue d'y mettre les enfants, mais en vérité, ce n'est plus sûr. C'est un bâtiment de 4 classes contigu à un labo, mais c'est des classes qui n'ont ils n'ont pas du tout de toiture, sinon la toiture est dans un état extrêmement grave. L'école Serigne Ahmed Sy, créée depuis 1983, a servi des générations, présente aujourd'hui un caractère dangereux autant pour le personnel que pour les élèves. Face à cette situation, les acteurs invitent les autorités à leur venir en aide avant que l'irréparable ne se produise. RFM. L'actualité internationale.
À 12h20, rebonjour Anna Rocha. Rebonjour Souleymane. L'année 2019 a été particulièrement meurtrière au centre du Mali. C'est ce que révèle Human Rights Watch dans un nouveau rapport consacré aux atrocités commises contre les civils. Selon l'ONG, 2019 est l'année la plus meurtrière pour les civils depuis le début de la crise dans le pays en 2012. Koumba Sanyan Faye. Au moins 456 personnes sont mortes dans des dizaines d'attaques perpétrées par des groupes armés. Selon Human Rights Watch, il y a aussi des centaines d'autres blessés, ce qui fait dire à l'antenne du rapport que le bilan est sans doute beaucoup plus lourd. Cette situation pourrait également s'expliquer par l'amplification des violences communautaires, alimentées par la présence des groupes islamistes, un climat d'impunité et l'accès aux armes, selon RFI qui cite Corinne Dufka. Antenne du rapport, la responsabilité est partagée par l'État malien devenu impuissant à protéger la population, mais aussi à avoir une attitude partiale. La présence des groupes d'autodéfense au Mali a vraiment poussé ces gens, surtout dans les populations peules, à joindre les groupes islamistes, conclut Corinne Dufka. En Guinée-Bissau, la CEDEAO donne un ultimatum de 6 jours à la Cour suprême pour finaliser ses travaux et régler le contentieux électoral dans le but de permettre la normalisation politique et institutionnelle. Décision prise lors du sommet extraordinaire consacré à la situation en Guinée-Bissau en marge du sommet de l'Union africaine qui s'est tenu dimanche dernier à Addis Abeba. Au Maroc, des milliers de personnes ont manifesté hier à Rabat. Les manifestants sont contre le plan du président américain Donald Trump pour la résolution du conflit israélo-palestinien. Ils appellent par ailleurs au boycott des produits américains. La correspondance de Radim Bay à Casablanca. La plus grande manifestation au Maroc en ce début 2020. Elle a eu lieu ce dimanche à Rabat. Le plan de paix américain proposé par Donald Trump pour le Moyen-Orient, connu sous l'appellation accord du siècle, pour de nombreux Marocains sortis en masse hier dans les rues de la capitale du royaume. C'est une énième provocation. Journalistes, partis politiques ou simples citoyens, des banderoles affirmant que Jérusalem est la capitale de la Palestine, de quoi ravir l'ambassadeur palestinien au Maroc qui salue l'initiative. C'est une journée de la Palestine par excellence, a souligné Jamal Choukbi, pour qui la position du peuple marocain concernant la cause palestinienne est claire et sans équivoque. Khadim Bay, Casablanca, Radio Futur Média. Anna Rocha, une équipe de l'OMS se rend aujourd'hui en Chine pour enquêter sur le coronavirus. Après 2 semaines d'attente, les experts de l'Organisation mondiale de la santé ont obtenu l'autorisation d'aller enquêter sur l'épidémie. Entre-temps, le bilan s'est encore alourdi. Le dernier fait état de 908 morts et plus de 40 000 personnes contaminées. Plus de détails avec Daoud Diouf. C'est après 2 semaines de négociations que finalement la Chine a accepté la venue sur son territoire d'une équipe médicale dirigée par l'épidémiologiste Brice Aloyar, un Canadien connu pour avoir mené la riposte contre Ebola en Afrique. Ces spécialistes envoyés par l'Organisation mondiale de la santé viennent enquêter sur le nouveau coronavirus, sachant qu'on n'a toujours pas retrouvé le patient zéro. Ils doivent également constater sur le terrain l'impact des mesures prises par le gouvernement chinois et notamment la stratégie de confinement des villes pour tenter de contenir l'épidémie. Si ces mesures fonctionnent, un pic pourrait toutefois intervenir avant la fin du mois. Rappelons que l'Organisation mondiale de la santé a qualifié l'épidémie de coronavirus née à Wuhan d'urgence de santé publique de portée internationale. Aujourd'hui, le bilan du coronavirus fait état de 909 morts, 40 235 personnes contaminées en Chine. Et c'est tout pour ce tour d'horizon de l'actualité internationale, Souleymane. Merci à vous, Anna Rocha. Rendez-vous tout à l'heure à Point de Vue avec El Haj Alioune Diouf, commissaire aux enquêtes économiques, professeur d'économie internationale, et Maïssa Babou, économiste enseignant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Nous évoquons aujourd'hui la forte présence des entreprises françaises dans l'économie sénégalaise. Est-ce un avantage ou un inconvénient ? Bonjour Malal Diagne Junior. Bonjour Souleymane. Lutte avec frappe, les démons de la violence refont surface. Et le comité de gestion de la lutte brandit le sabre pour y mettre fin automatiquement hier à l'arène nationale à l'occasion du combat qui opposait Niak Djerignou à Aline Sey numéro 2.
Des scènes de violence ont éclaté, occasionnant du coup une très grave blessure pour le lutteur Alioune Seye. Le chargé de la communication et vice-président au niveau du comité national de gestion promet de sévir. Tchanoka s'est prononcé ce matin sur RFM. D'abord, fustiger ce qui s'est passé parce que ça fait déjà quelques années que nous n'avons plus eu de comportement de cette nature-là. Et puis deuxièmement, maintenant, attendre de recevoir les rapports des superviseurs pour statuer. Mais en tout cas, ça a été une chose vraiment très regrettable parce que jusqu'à maintenant, les violences entre guillemets se limitaient en dehors du stade, mais c'est bien la première fois depuis plusieurs années que nous avons ce genre de comportement dans l'enceinte. Tcherno, que dit le règlement en cas d'acte de violence de ce type pour sanctionner les fautifs? Il n'y a que les lutteurs qui doivent compétir qui ont le droit de détenir une corne. Maintenant, on parle de corne, etc. On attend de recevoir les rapports des superviseurs pour savoir exactement qui détenait la corne et qui a fait quoi. Au niveau des sanctions, le lutteur va être certainement le plus exposé, puisque c'est lui qui était accompagné de quelqu'un et qui a enfreint la réglementation en laissant un accompagnateur le soin de porter une corne. Est-ce que également ceux qui accompagnent les lutteurs et qui sont licenciés peuvent être exposés à des sanctions? Absolument. Bien qu'ils sont licenciés du CNG, ils sont soumis et astreints aux mêmes règles. Donc, s'il est prouvé que l'accompagnateur qui aurait blessé le lutteur est licencié au CNG, il va pas échapper à la sanction. Karaté, les championnes d'Afrique attendues cet après-midi à Dakar. Et elles sont attendues à partir de 15h donc à l'aéroport international Blaise Diagne, mais elles seront automatiquement reçues par le ministre après au siège du ministère au point E. Pour Yatmalo, spécialiste du karaté, il va falloir mieux encadrer cette jeune génération en vue des JOJ, mais également en vue des Jeux Olympiques qui s'annoncent. Yatmalo s'est confié ce matin à RFM. On a été champion des derniers championnats d'Afrique. Le Sénégal avait remporté la médaille d'or en filles. Je crois que si les filles ont réédité cet exploit, c'est parce qu'il y a eu un travail qui a été fait aussi en amont. Cela, par la grâce de Dieu, les filles se sont bien défendues, se sont bien comportées. Et vous savez, quand vous remportez une médaille d'or, surtout à un championnat où il y a 29 nations, à quelques encablures des Jeux Olympiques de Tokyo et à quelques mois de Dakar, des JOJ de 2022, cela devient une motivation supplémentaire. Souleymane, pour finir, parlons de Ligue 1 sénégalaise. Oui. Oui, retour sur la défaite de l'AS Pikine hier en championnat. Ce matin, à l'entraînement au stade Alassane Djigo, les supporters présents sur les lieux ont indexé le secteur offensif de l'équipe. Les joueurs ont également fait le bilan sur cette défaite hier devant l'US Gorée 2-0. Ensemble, joueurs, dirigeants et supporters ont promis de rectifier le tir pour remporter les autres rencontres de ce championnat. Vous entendrez dans les éditions du soir le reportage de Ndongoka pour finir, Souleymane. Juste mettre à jour le calendrier de la Ligue 2 avec une seule rencontre pour compléter la 9e journée. Aujourd'hui, le leader, la Ligue de Saint-Louis, joue à Dakar contre le Port Autonome. Merci d'être aussi flexible et bon appétit, Malal Diagne Junior. On est ensemble. RFM, reportage. Le coronavirus, une menace sanitaire pour le monde entier, mais c'est également une opportunité d'affaires pour beaucoup. Outre la course pour la production du premier vaccin entre les firmes pharmaceutiques, il y a également le commerce des masques de protection. Ici au Sénégal, l'épidémie impacte le chiffre d'affaires des pharmacies établies sur le boulevard du Général de Gaulle dans le quartier Centenaire, fief des commerçants chinois. Ces Chinois qui achètent les masques pour leur propre usage et pour en exporter vers la Chine où le produit se fait rare. Reportage Koumba Sandiane Faye. Au rond-point du Centenaire, ici se trouve une pharmacie. 3 vendeuses derrière le comptoir. Elles montrent tout un intérêt à notre sujet. Par rapport à la vente des masques, là où il y a beaucoup de Chinois. Elles ne souhaitent pas se prononcer là-dessus, n'ayant pas l'autorisation du pharmacien, leur employeur, et qu'elles ont eu à contacter pour pouvoir dire qu'il y a hausse sur leur chiffre d'affaires. C'est ça, il faut nous la pharmacie. Depuis l'annonce du coronavirus, les masques sont prisés par les Chinois, propriétaires
des boutiques situées sur ces allées. Destination vers une autre, non loin de là. Celle-ci se trouve sur le boulevard Général de Gaulle. Ici, votre reporter est la bienvenue. Là, c'est psychologique. Chaque jour, il passe pour pouvoir en acheter. Le constat est le même. En cette période du virus corona, les Chinois viennent en nombre se procurer des masques, même si la maladie est encore à 19 heures de vol du Sénégal. Si, il y en a. Et dès le début, c'était full. Ils pensent que, des fois, nous-mêmes, on se demande c'est à nous de nous protéger ou bien à eux. Avant que cette vendeuse ne termine son propos, un client chinois, masque au visage, vient acheter des médicaments. Là, à chaque fois qu'ils passent, ils le mettent. Donc, ils se protègent. Et justement, outre les masques, ils s'intéressent aussi à ceci, par exemple. Puis l'annonce, je pense que s'ils se lavent les mains avec, se désinfectent, ils se protègent. De l'alcool, des gels antiseptiques aussi. Selon ces vendeuses, ces clients de nationalité chinoise arrivent même à exporter ces masques en Chine, où le besoin se fait le plus ressentir.